J'ai jamais eu d'occasion de voyager à l'Europe parce qu'on ne donne pas le visa de quitter le Maroc. Non, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Europe. Non, jamais. Non, malheureusement, pas encore, mais j'espère. J'espère, parce qu'il y a beaucoup de difficultés quand même pour avoir le visa et tout. C'est toujours le même problème. Comme si tu vas visa touristique ou n'importe quel visa, tu trouves beaucoup de difficultés. J'étais étonné, voilà. Je ne savais pas que mon visa allait être refusé. Si c'est un consulat, par exemple, c'est un consulat de France. Alors, c'est les Français qui font des difficultés. Ça me rend un peu malade, quoi. De voir un Européen qui débarque au Maroc et moi, je peux pas débarquer en Europe, c'est un peu injuste. Tous les êtres humains ont le droit de partir là où ils veulent. C'est comme vivre. Chaque être humain veut voyager, veut voir des choses qu'il n'a jamais vues, mais nous, on ne peut pas. Si on parle des démocraties européennes, bah, ce n'est pas de la démocratie d'interdire un visa pour quelqu'un pour aller voir, découvrir un peu le monde. J'ai pas l'intention de rester là-bas. Il ne faut pas qu'ils aient une idée que tous les Marocains, ils ont l'intention de rester. Ils ont leur pays, c'est un pays formidable ici. En fait, moi, je veux pas quitter le Maroc, je veux juste aller découvrir d'autres pays. Moi aussi, je veux voyager, je veux voir ce qui se passe là-bas. Je veux voir Canada, je veux voir beaucoup de pays. À parler à d'autres gens, des cultures différentes. Je veux voir les gens de l'extérieur, comment ils sont. Je suis moniteur de tennis. Je viens d'avoir mon bac en sciences économiques. Je suis secrétaire. J'ai un BTS en finance et gestion d'entreprise. J'ai un restaurant qui marche très bien. Et malgré tout, j'ai eu le refus de mon visa. En fait, faut que tu sois un peu très 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 riche pour l'obtention d'un visa. Tout d'abord, il faut un salaire, d'après mon expérience, quand j'ai voulu partir en France, il faut un salaire minimal de 6 000 dirhams par mois. Et en plus de ça, il faut un compte bancaire quand même d'un petit peu 100 000 dirhams, c'est-à-dire 10 000 euros quand même, minimum. 10 000 euros et que ça soit. Il faut que ces 10 000 euros tournent autour de 3 mois. J'ai ramené tout ce qu'ils m'ont demandé, une assurance de tout risque pour l'étranger, un compte bancaire daté de 3 mois, l'acte de mariage, l'acte de naissance de la fille, les certificats de scolarité. Ils m'ont dit chez qui vous allez là-bas. Je leur ai dit que je vais là-bas dans un hôtel. Ils m'ont dit si vous voulez votre visa, vous n'avez que nous amener un certificat d'hébergement. S'il n'y a pas de certificat d'hébergement, il n'y a pas de visa. Il faut connaître un Européen ou bien il faut avoir de la famille. Et si j'ai pas de famille, si j'ai de l'argent et que je veux visiter votre pays, que dois-je faire? Voilà, c'est la question que je me pose moi. Moi, je crois que les Marocains ont raison. Les Européens se donnent le droit de voyager partout dans le monde et s'octroient le droit d'avoir une politique rigide, même de simple tourisme. C'est vrai que la distribution des visas, que ce soit pour la France, je vois que là c'est pour la France, mais pour la Belgique c'est pareil, il y a évidemment du côté des consulats et des ambassades une crainte massive, peut-être un peu fantasmée d'ailleurs, que tous ces gens, une fois qu'ils seront chez nous, enfin chez nous en France ou en Belgique, ils vont rester, ils vont s'installer, ils vont vivre au crochet de la sécurité sociale, etc., prendre les emplois d'eux, enfin bon, tout ce qu'on... Et donc toute cette crainte amène, c'est vrai, au fait, ils ont raison de dire qu'au fond, eux, ils sont un peu empêchés de circuler, quoi. On a aujourd'hui une moitié de la planète, une petite moitié, qui peut circuler complètement librement et pour qui finalement passeport, visa, frontières, c'est des formalités qui peuvent être réglées assez rapidement avec une carte de crédit par exemple, et une autre grosse moitié de la planète qui a signé à résidence. Voilà, c'est ce qu'expriment les jeunes Marocains et il me semble que ça symbolise complètement, en tout cas c'est un des axes de départ de toute discussion sur les déplacements de population, l'immigration et même l'asile et les besoins de protection que peuvent éprouver certaines personnes à un moment donné. C'est ça, c'est cette liberté de circuler ou pas. Pourquoi ils viennent chez nous? Pourquoi ils vont partout? Et que nous, on n'a pas le droit d'aller partout. Voilà, c'est ça. Alors que c'est des pays qui nous chantent tous les jours l'histoire des droits de l'homme, de démocratie, de temps en temps, tu vois. On a l'impression qu'ils parlent des droits de l'homme quand ça les arrange. Parce que là, il n'y a pas du tout d'égalité.
Ça, c'est une injustice flagrante. Je sais d'ailleurs ce que les Européens diraient. Oui, mais tous vous dites que c'est pour visiter. Or, dès que vous êtes ici, vous n'avez plus envie de rentrer chez vous. Ça, c'est la question, c'est ce que j'entends. Mais n'empêche, il y en a qui ont vraiment envie de visiter tout simplement. Est-ce qu'on peut les croire quand ils disent qu'ils veulent seulement voyager, visiter? Quand nous avons un enfant, des étudiants qui disent qu'ils sont curieux, qui veulent tout connaître, aller partout dans le monde, nous disons « Ah, ça c'est un gars magnifique. Il est curieux, il est intéressé par la réalité, il veut aller au-delà de ses limites. » Quand ce sont ces gens-là qui disent ça, on ne le croit pas. Ah non, ils veulent venir ici profiter de notre richesse. C'est presque de l'humiliation que vivent certaines personnes. Je crois que quelqu'un qui est établi, qui a un travail dans son pays, qui a des revenus, qui a sa famille, etc., je pense que là, on ne peut pas arrêter et on doit donner des visas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons une politique de méfiance à l'égard des étrangers qui est devenue assez terrifiante. Que tout étranger est d'abord considéré comme un danger. Et on pourrait se demander quel danger il représente si c'est pour notre civilisation, alors que nos civilisations se sont construites avec les étrangers. Je veux dire, la France, par exemple, est une terre d'émigration. Son développement, son histoire sont profondément liés à l'immigration. Donc tout d'un coup, c'est cette façon que nous avons de les rejeter et de les considérer comme des menaces. Et donc, du coup, de les traiter de façon honteuse. Parce que là, ils sont... je dirais qu'ils sont soft dans leurs propos. Toutes ces règles qui sont destinées à se protéger d'un danger migratoire, en tout cas de ce qui est présenté comme un danger migratoire, touchent un spectre de population de plus en plus large. Au départ, on visait typiquement le migrant non qualifié qui cherche à franchir les frontières européennes pour aller piquer le boulot des Européens. Mais clairement, on se rend compte que ça touche aussi des gens qui, pas du tout, ne cherchent un travail en Europe, on l'a vu, des gens qui simplement cherchent à voyager, à visiter, à rendre visite à de la famille ou à des amis. Donc en fait, on touche par ces mesures une catégorie de population de plus en plus large. Lorsque nous voulons organiser des réunions de militants d'Amnesty du monde entier, de directeurs de section par exemple, on se heurte au même problème, avec l'obligation parfois pour nous, à titre personnel, de nous porter garant que la personne qui va venir ici dans une réunion internationale va bien repartir après. Le gouvernement, enfin en tout cas l'administration, part du principe que si vous faites venir quelqu'un, il peut se passer quelque chose de terrible. Donc que la personne veuille s'installer par exemple, ou qu'elle tombe gravement malade et qu'elle ne soit pas affiliée à une mutuelle, etc. Et donc on doit aller à l'administration communale avec faire signer un papier légalisé, comme quoi on accepte de prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de la personne si la personne n'a pas les moyens de le payer. Donc si la personne a un accident ici, eh bien, et qu'elle n'a pas une assurance, eh bien, c'est à vous d'assurer le paiement de tout ça. C'est un des exemples. Donc, ce sont des procédures où il faut aller à la commune, il faut s'investir. Moi, j'ai des amis qui organisent des connaissances, qui organisent des festivals de musique, par exemple. Faire venir un groupe musical africain ou latino-américain, c'est parfois excessivement difficile si ce n'est pas quelqu'un qui est en tête des parades. Aujourd'hui, c'est l'ailleurs qui vient chez nous, hein, donc qui rentre dans notre maison par le biais de la télé, par le biais d'Internet, par le biais de tout. Hein. On est en Afrique, si je suis dans mon village, au fin fond de mon village, avec une antenne parabolique à bas fond, donc je suis en mesure de capter, de voir la Star Academy et de savoir ce qui se passe en Europe. On veut vendre tous nos téléfilms les plus idiots, comme Derrick ou je ne sais pas quoi, de par le monde, de par l'Afrique. Les gens, ils voient ces téléfilms, ils se disent, bien, si on n'a pas le droit, si c'est comme ça, nous, on va aller voir comment c'est là-bas. Et je trouve ça tout à fait normal. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, rêve, voici comment ça se passe ici, mais reste où tu es. C'est ça le problème. Tout le monde doit être libre de circuler et de s'établir et de monnayer sa force de travail là où il le veut et dans des conditions décentes. Et on n'est pas du tout dans cette situation-là aujourd'hui.
Alors, les marchandises sont libres et les êtres humains pas. Voilà le grand paradoxe du XXIe siècle. Les frontières sont des concepts archaïques pour maintenir les gens dans l'ignorance. Et moi, je suis pour une société métissée. Je suis pour les mélanges, tous les mélanges. Je suis pour l'éclatement de toutes les frontières. Il est temps de comprendre cette unité humaine qui est profondément réelle. C'est là où le généticien que je suis est obligé de réagir. En fait, du point de vue de la réalité humaine, nous sommes des hommes, non pas à égalité, ça ne veut rien dire, mais ayant véritablement les mêmes droits, y compris le droit d'aller regarder ailleurs ce qui se passe. Et donc la question philosophique qui se pose, à mon avis, là-dessus, c'est de savoir de quel droit, au nom de quel principe, nous, à des milliers de kilomètres de distance, posons-nous une condition pour que ces personnes bougent. Qu'est-ce qu'on a à dire sur une personne de Mauritanie qui demande à pouvoir bouger, au nom de quoi on lui interdit ce déplacement? En tant qu'être humain, j'ai le droit d'aller voir les autres êtres humains où qu'ils soient. Et l'autre être humain n'a pas le droit, pour X raisons, ou pour quelque raison que ce soit, de m'empêcher d'aller le voir. C'est qu'il pose une question fondamentale qui va jusqu'aux sources et à la racine de l'être humain, c'est-à-dire une réponse anthropologique du genre comment transcender la frontière, comment faire disparaître les frontières. C'est à la Révolution française, il y avait aux frontières de la France, de l'époque de la République, la Première République, il y avait des panneaux et c'était marqué « Passant, cette terre est libre ». Et ben, je crois qu'il serait temps de revenir aux valeurs républicaines de 1789. Oui, oui, ils mettaient des panneaux, ici, entrée, c'est la terre des libertés. Je pense que justement, la grandeur d'un pays, c'est de s'ouvrir, c'est pas de se replier sur lui-même. Et chaque fois que la France a pu rayonner, à travers ses rois et à travers ses républiques, c'est toujours parce qu'elle a été la terre d'accueil. Sous la Convention, vous aviez des Belges, des Polonais, des Suisses, des Allemands qui étaient députés français. Donc c'était la forme suprême de l'intégration. Berlin. Sur la ligne de démarcation, l'Est et l'Ouest s'affrontent depuis que le gouvernement de Pankow a fait élever ce que les Berlinois de l'Ouest nomment le mur de la honte. Et tout paraît absurde aux visiteurs qui débarquent comme moi d'un pays civilisé. Absurde à la mesure exacte de cette absurdité de béton et de fer qui a poussé au milieu de la ville en une seule nuit. Le mur. La fin du mur de Berlin, c'est la fin d'un cauchemar. C'était quand même une fabuleuse joie pour tout le monde, y compris pour moi. J'étais allé le longer 2 fois. Quelle horreur! Encore dans l'œil. Ces miradors, ces sentinelles, ces chiens.
Parce que c'était pas seulement un mur, c'était 2 murs, un immense espace de barbelés et de chiens policiers entre. Dix ans après la chute du mur de Berlin, un nouveau rideau de fer s'est mis en place. 8 kilomètres de béton, une double épaisseur de barbelés, des détecteurs de mouvement, des caméras et des projecteurs séparent aujourd'hui l'Union européenne de l'Afrique. Il y a une incohérence totale de nos sentiments. C'est-à-dire que d'un côté, avec raison, nous avions pestiféré contre ce mur qui ne permettait pas aux gens de choisir l'endroit où ils veulent vivre, le mur étant le symbole de l'enfermement. Et d'un autre côté, nous construisons nous-mêmes des murs maintenant aux frontières de l'Europe. Nous, on n'a pas de mur. Enfin, de notre point de vue, il n'y a personne, il n'y a pas un responsable politique qui va vous dire qu'il y a un mur méditerranéen. Parce que c'est pas ça. Non, nous, on gère positivement nos flux. Il y a une telle masse de fantasmes et de craintes inexprimées et qui ne sont pas traités collectivement, il faudrait une thérapie collective à l'échelle européenne, de dire quelles sont les peurs derrière et de quoi on a peur, comme ces quelques Afrikaners qui avaient peur de perdre leurs droits, leur identité au sein de l'Afrique du Sud. De quoi les Européens ont peur de naître ici, de quoi ont-ils peur? Les Européens ont peur d'abord de ne plus être Européens, parce qu'ils ne sont pas forcément sûrs d'être dominants. Parce que la domination ou la supériorité, c'est toujours une construction artificielle. Supérieur en quoi déjà? Qu'est-ce qu'on va perdre concrètement? Comment ça va se passer? Identité, mais quelle identité? C'est quoi notre identité en Europe? C'est une politique de nouveaux riches et de parvenus. C'est surtout, ne venez pas griffer ma BMW. Donc c'est rester chez vous. L'humain a toujours envie de garder tout pour ses enfants, pour sa famille, pour sa femme. Donc on a envie de garder tout le boulot, bien tout ce qui est bon pour ces jeunes. Donc la France a envie de garder tout ce qui est bien pour sa jeunesse. Donc elle n'a pas envie que les autres jeunes viennent déranger. Mais c'est dommage, c'est peine perdue. J'ai été très marqué il y a quelques mois dans un pays assez civilisé, la Californie, où j'ai été reçu dans une maison très chic, très belle, mais qui appartenait à une espèce de lotissement pour gens riches, qui était parfaitement fermé. On ne pouvait y entrer qu'en passant devant des vigiles qui ne laissaient pas passer grand monde. Et par conséquent, j'entrais dans un ghetto magnifique, avec des jets d'eau, avec tout ce qu'il faut comme confort. Mais finalement, les gens qui me recevaient étaient protégés par les murs qui les entouraient et ils ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient enfermés eux aussi. Nous sommes en train de construire une humanité faite de petits blocs fermés sur eux-mêmes. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Dans l'hospitalité, il y a un double mouvement. Quand vous allez chez l'autre ou quand il vient chez vous, vous avez un peu peur, vous ne connaissez pas, et d'un autre côté, vous avez le désir de connaître. Et c'est ce qui permet l'échange. Et l'échange, c'est la grosse différence de la guerre. C'est-à-dire, c'est une possibilité d'être en relation avec quelqu'un plutôt que de lutter, de le tuer. Dit de manière extrêmement simple. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est très frappant. M. Sarkozy ou M. Blocher, en Suisse, ne parlent jamais d'hospitalité. Ils ne parlent jamais de cela. C'est quelque chose qui... C'est un recul civilisationnel, si vous voulez, auquel on assiste, alors que c'est fondamental pour avoir une culture d'échange. On montre l'autre comme dangereux et on oublie de voir qu'il a des richesses, et que moi aussi j'ai des richesses à partager, et j'ai fait peur aussi. Donc il y a ce travail de construction de la paix, de construction de l'échange qui est fondamental dans nos civilisations.
غامر علاش ما نغامرش الا كان شي حاجه غادي يموت الانسان غادي يموت كاين الموت هنا وتما تشهد وغادي تمشي ما نخافش صافي قررت راسي الموت ولا العيش ولا باش نمشي ما نبقاش في هذه الارض هذه حنا عشنا مكرفسين هنا خصني نمشي عيل نشوف ديك الناس تما عالم اخر ماشي هو هنا. Vous fermez la frontière, on se lance sur la mer. Il y a plus de centaines, de dizaines qui meurent dans l'eau. Tu as compris? Ça vaut mieux d'ouvrir la porte, de bonnes portes, une bonne fois. Alors justement, une petite question. Est-ce que vous savez nager? Hein? Est-ce que vous savez nager? Moi, je suis comme un caillou. Si je descends dans l'eau comme un caillou, je les amène nager. Vous ne savez pas nager, il y a beaucoup de morts. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Le nom clandestin, le destin. C'est le destin, non? Tu as décidé. La vie ou la mort. Clandestin, la réponse c'est quoi? C'est le destin. Je suis un homme. Qu'il pleuve, qu'il neige. J'y arriverai un jour. C'est comme ça. C'est tout ce que je... Même si on monte toutes les frontières? Ah ben oui. Même si on monte même un mur de Berlin, j'y passerai un de ce jour. Les forteresses, ça ne marche pas. Toutes les forteresses ont été assiégées et détruites. Voilà. Donc qu'on monte de l'Antiquité jusqu'à maintenant, tous les murs sont faits pour être détruits. Voilà. Donc ça ne sert à rien. C'est simplement faire croire que, entre guillemets, le danger est repoussé un peu plus loin. Et ça, c'est sans issue. Le débat sur l'immigration est très difficile. Alors aujourd'hui, on sait que les frontières fermées, la prohibition n'a jamais fonctionné, l'interdiction n'a jamais fonctionné sur rien. En drogue, en n'importe quoi, en alcool, ça n'a jamais fonctionné. Et ça, on en est convaincu et on le sait. Malgré tout leur verrouillage, tous les jours, il y a des centaines de personnes qui rentrent en Europe. Même ce matin, il y en a qui sont rentrés et qui ne vont plus repartir. Parce qu'ils ont envie, c'est-à-dire c'est une injustice tellement profonde, c'est trop profond. On se cache dans une espèce de frilosité, là, une espèce de rêve de l'Europe forteresse qui va protéger de tout, enfin, qui va protéger de la misère, des tensions, des tsunamis, enfin, de je ne sais quoi, même du nuage de Tchernobyl. Enfin, bon, voilà, on est intouchable parce qu'on serait dans la partie développée du monde, quoi. Ça ne tient pas debout. Il y a ce qui est officiel et il y a la réalité des choses. Officiel, c'est quoi? Ils ne doivent pas entrer. Mais la réalité, c'est quoi? Les gens entrent quand même. Alors je pense que maintenant, ce que les Européens doivent faire, c'est de ne pas se voiler la vue. C'est accepter cette réalité. Cette infiltration massive intervient 4 jours seulement après l'assaut identique de Ceuta, l'autre enclave espagnole. Même mode opératoire, cette fois l'assaut est filmé par les caméras de surveillance. Il y a eu 5 morts côté migrants. Salou raconte qu'il vient de Guinée-Conakry. Il a traversé à pied le désert marocain. Pendant 2 ans, par tous les moyens, il a ensuite tenté de passer côté espagnol. J'ai passé à la mer, premièrement, pour aller à Las Palmas. On était 38 personnes, 38 passagers de la mer, 20 morts et 18 rescapés.
Le long de la frontière, il se rappelle quand enfin il a réussi à franchir à main nue les 2 clôtures de barbelés. Sous les balles des gardes-frontières, il a vu mourir 2 de ses compagnons de route. Lui s'en est sorti avec un bras cassé. Les champs de mines installés par les Grecs visaient à contrecarrer une invasion turque. Mais jusqu'à présent, les Turcs ne sont jamais venus. Ce sont d'autres groupes de gens qui traversent la frontière la nuit. Where are you from Iraq? From Iraq? Good, no problem. Ces réfugiés irakiens ont été légèrement blessés après avoir marché sur une mine antipersonnelle. Mais 3 de leurs camarades sont morts. Ils passent par les champs de mines, après avoir traversé la frontière. Et malheureusement, la plupart d'entre eux y restent. Ceux qui survivent nous arrivent polytraumatisés, dans un état véritablement terrifiant. Dur à encaisser, hein. Ce qui est le plus incroyable, enfin, les Grecs, qu'est-ce qu'ils attendent, je veux dire, pour enlever les mines qui ont été placées là au moment des tensions avec les Turcs. Je suis traversé par plusieurs sentiments en même temps. Et j'en perds même mon latin. Ben voilà. C'est clairement scandaleux. Je veux dire, c'est clairement, on a du sang sur les mains, c'est évident. Et moi, ce qui me révolte, c'est la conscience qu'ont les décideurs de ça, parce qu'ils en ont conscience, et l'apparence de bureaucratie administrative derrière laquelle ils se cachent pour régler des affaires qui tuent des personnes, qui tuent des gens. Ça paraît fou quand même. On est plus dans... En fait, l'être humain a perdu toute son humanité là, en fait, là-dedans, quoi. On est dans le meurtre, en gros, quoi. Voilà. Mais on est dans le meurtre qui ne pose pas de problème de conscience parce que ce sont personnes, en fait. Ils se cachent derrière l'anonymat et donc automatiquement, ça ne relève d'aucune humanité. Ce sont des bouts de chair, en fait, finalement. En tout, il y a eu à peu près une quinzaine de morts en 2 mois aux frontières de Ceuta et Melilla, des morts identifiables, puisque certains ont été emmenés à l'hôpital, etc. Il y en a un dont on connaît le nom et la nationalité. Les 14 autres, nous, on a cherché, on n'a jamais réussi à savoir qui ils étaient, comment ils ont disparu de la circulation, où ils ont été enterrés. Personne ne s'est préoccupé non plus à ce moment-là d'identifier ces morts, parce que ces morts n'existent pas, on est en dehors de l'humanité. Un soir de février, Alassane, son fils cadet, est venu dire à Hadjata qu'il embarquait pour les Canaries. C'était la saison des tempêtes. La pirogue n'est jamais arrivée à destination. Chaque fois que le téléphone sonne, je crois que c'est lui qui m'appelle pour me donner de ses nouvelles. On me dit qu'il est mort, mais moi je garde espoir et je m'en remets à Dieu. C'est très très fréquent que dans une famille, il y ait quelqu'un dont on n'ait jamais de nouvelles, quoi. Et on nourrit toujours l'espoir qu'il n'a pas donné de nouvelles parce qu'il avait envie de couper les ponts, mais c'est fort improbable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve personnellement très très angoissant, mais j'ai pas de réponse sur l'indifférence généralisée autour de cette question-là. Il y a une association qui est hollandaise qui s'appelle United qui fait un décompte des morts en mer, et depuis 1993, donc entre 1993 et 2007, ils ont décompté à peu près 8800 morts. Mais ce sont les morts recensés, donc qui ont vraiment été trouvés sur la plage, c'est-à-dire certainement une infime minorité des morts réelles. Si la presse a recensé 7 à 9 000 morts en une dizaine d'années, il y en a au minimum le double, mais peut-être le triple, peut-être le quadruple, qu'est-ce qu'on en sait ?
C'est évidemment inacceptable ce genre de truc, c'est inacceptable. Mais la Libye, politiquement parlant et cyniquement parlant, a admirablement joué le coup depuis une dizaine d'années, quoi. Depuis 5 ans en gros. Elle a réussi à revenir au rang des nations fréquentables, et non seulement à faire lever tous les embargos sur les armes et autres, mais à obtenir des fonds européens colossaux. Alors comment elle a fait? C'est qu'elle a commencé par dire, vous savez, nous sommes envahis par des migrants. C'est une rhétorique que les États européens évidemment connaissent bien et qui teinte à leurs oreilles. Nous sommes envahis par des migrants. Non seulement nous sommes envahis, mais non seulement c'est évidemment pas chez nous qu'ils veulent aller. Donc faites attention parce que vous êtes les prochains, c'est chez vous qu'ils débarquent. Et donc évidemment, ça n'a fait pas un pli, et la Libye, dans un temps record, a obtenu des financements, des patrouilles conjointes avec l'Italie et l'appui de tous les pays européens. Ben, c'est lamentable. Je dis ça en tant qu'Européen. D'exporter un système de contraintes, ça fait partie de Frontex d'ailleurs. C'est pire au Sénégal. Au Sénégal, l'Europe finance une police spéciale, parce que le Sénégal n'avait pas de police de frontières et de l'air. Maintenant, ils l'ont grâce au financement et aux experts européens. C'est la même chose au Maroc, c'est la même chose dans tous ces pays qui servent en fait de frontières au sud de l'Union européenne, et ils sont devenus nos gendarmes, ou les gendarmes de nos frontières extérieures. Mais on retrouve la même chose avec les pays de l'Est. La politique dite européenne de voisinage a bien ça comme objectif, c'est-à-dire faire en sorte que nos voisins soient finalement nos frontières extérieures et nous protègent. L'avantage de l'hélicoptère, c'est de pouvoir changer d'altitude, de voler en cercle, de stationner au-dessus de la cible. La cible, ce sont les clandestins, mais aussi les véhicules, ceux des passeurs en particulier. La réponse européenne d'ailleurs à ces pirogues ou à ces bateaux pourris qui partent, c'est Frontex, c'est ce système militaire semi-clandestins, des hélicoptères de combat, des radars de nuit, des bateaux de guerre qui doivent, ils ont réussi au Maroc, qui doivent sécuriser, soi-disant, les côtes et empêcher que les pirogues des réfugiés arrivent dans les eaux territoriales européennes. Réponse militaire, réponse absurde. Les moyens qui sont mis en place pour les empêcher de bouger sont complètement disproportionnés et sont de nature militaire. C'est pas de la rhétorique guerrière que je fais là, c'est vraiment des moyens militaires, des avions militaires qui sont déployés dans le détroit de Gibraltar avec des patrouilles et des navires de guerre qui patrouillent. Quand les migrants à Ceuta, à Melilla, ces enclaves espagnoles au nord du Maroc, tentent de franchir les grilles, c'est l'armée marocaine et espagnole qui leur tire dessus et qui fait entre 10 et 15 morts. Donc c'est pas exagéré de parler de cette militarisation, de cette guerre aux migrants. La seule façon de lutter réellement, ce serait d'avoir un monde policé. Je veux dire, c'est déjà terriblement policé, les frontières, tout ça est très protégé, gardé, surveillé. Mais si on veut qu'il n'y ait pas de clandestins, de sans-papiers qui viennent vivre dans nos pays, il faudrait mettre partout, intensifier les contrôles policiers, etc. Et dans quel monde est-ce qu'on vivrait? Je pense que ça ferait des ravages. S'installer dans une logique de guerre, ça a plein d'effets pervers. Et ça nous installe dans une philosophie, je dirais, de vie et de mort qui est extrêmement dangereuse, pas seulement pour ceux qui se font tuer, mais pour ceux qui tuent. Parce qu'on ne devient pas, et ça la colonisation nous l'a appris, quand on apprend dans une civilisation la déshumanisation, eh bien, elle atteint celle que vous maltraitez, mais elle vous transforme. Et au fond, ce qui est grave dans cette affaire, si vous voulez, c'est que cette civilisation de déshumanisation, nous sommes en train, nous, de nous déshumaniser, et pas seulement de déshumaniser ceux que nous maltraitons. Quand l'Europe est très fière, à juste titre, de sa Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et fonctionne dessus au quotidien et la promeut partout dans le monde, mais elle est en train de la bafouer tous les jours dans la Méditerranée, tous les jours. Et donc là, il y a une contradiction évidente que personne n'a l'air de voir. Et voilà, ça se passe très bien, aussi bien au Parlement européen que dans les parlements nationaux. Ça fonctionne, quoi.
L'univers de Mersplace, c'est à peu près celui d'une prison. Mais ici, on a peur des mots, on ne parle pas de prison, ni de détenus. Les détenus sont des habitants, et la prison est un centre fermé. Comme au 127 bis, le but est de rapatrier le plus rapidement possible. Un des habitants, Mohamed, a refusé son rapatriement vers le Pakistan. À Mersplace, ce n'est pas toléré. Ils m'ont emmené à l'aéroport. Là-bas, il y avait 3 policiers. Ils m'ont dit, tu sais où tu vas? J'ai dit, je sais, je suis un réfugié politique ici. Mais je ne veux pas retourner. J'ai des problèmes, j'ai des bagages, j'ai mon argent. Laissez-moi juste les récupérer. Ils ont dit non. Il y en avait un avec une grosse moustache. Il a dit, tu dois y aller. J'ai dit non. Alors ils m'ont battu. Pourquoi? Est-ce qu'ils avaient le droit de me frapper? Répondez-moi. Ils m'ont ramené. Ils m'ont mis dans cette cellule sombre. Pourquoi? 4 jours. Il n'y avait pas d'eau. Ils ne nous donnent pas de brosse à dents. Ils ne nous donnent rien pour nous laver. J'avais des problèmes dans les muscles. J'ai dit aux gardiens, laissez-moi consulter le médecin. Ils ont refusé. Ils ont dit, plus de médecin, plus rien. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai volé quelque chose? Vous êtes un demandeur d'asile. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement ici? Après 4 jours, il y avait juste une toilette. Mais vous ne pouvez pas avoir accès au bouton pour tirer la chasse. Vous allez aux chiottes et vous sentez votre merde, même quand vous dormez. Pourquoi me traiter comme ça? Je ne suis pas un être humain? Je suis un homme, comme vous. C'est dans une de ces cellules que Mohamed a été enfermé. La punition est savamment étudiée. Elle doit persuader le futur déporté qu'il doit partir. La zone d'attente de l'aéroport de Roissy, en fait, est un bâtiment entouré de grillages de 4 mètres de haut, avec des caméras partout, des policiers en uniforme, aucune fenêtre qui ne s'ouvre, aucune porte qui ne se ferme. On est vraiment dans un univers carcéral. L'autre chose qui est extrêmement choquante quand on se trouve à l'intérieur de la zone d'attente, c'est cette espèce de violence psychologique permanente, cette espèce d'oppression qu'on ressent par des appels au haut-parleurs en permanence, par ces va-et-vient incessants de policiers, par l'insécurité et par la situation d'incompréhension dans laquelle se trouvent les étrangers placés. Pourquoi j'ai voulu travailler sur place? C'est parce qu'en fait, il y a eu 2 décès, en 2002 et en 2003. Le premier, c'est un Argentin qui est décédé lors d'un réacheminement forcé. Et quelques semaines plus tard, c'est un Éthiopien qui est mort lors d'un réacheminement forcé. Moi, je suis journaliste, et en tant que journaliste, je voulais arriver à savoir ce qui se passait dans ces zones-là. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir les autorisations de la part du ministère de l'Intérieur, et quand par chance on obtient des autorisations, on est systématiquement encadré par des policiers avec interdiction de parler aux étrangers. Donc impossible de faire son travail dans ces conditions-là. Donc ma seule solution, ça a été de me faire embaucher par la Croix-Rouge comme médiatrice pour pouvoir constater concrètement ce qui se passait dans cette zone-là. La discrétion prévaut absolument pour tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Et surtout depuis la publication du livre, aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour un journaliste d'être autorisé à venir filmer ou interviewer, y compris pour un médecin également. C'est-à-dire que de façon à faire prétendre qu'il ne s'y passe rien, on fait en sorte qu'il n'y ait aucune communication existante. Il fallait que ça paraisse une vitrine, comme m'a dit le médecin du ministère, et nous devons faire une vitrine. C'est-à-dire que lorsqu'on avait des visiteurs de marque, députés, sénateurs ou autres, il est évident qu'on leur montrait depuis la porte et ils voyaient bien sûr du matériel correct, propre, une apparence pimpante. Enfin, ce qui n'empêche que nous n'avons jamais pu avoir de spéculum jetable pour examiner les femmes parce que ça coûtait trop cher. En 6 mois, je n'ai jamais pu en avoir un seul. Donc les examens gynécologiques qui étaient quand même relativement nombreux, nous les faisions comme on pouvait. Il se passe des choses sur le territoire que nous ignorons, puisque cette logique de séparation fait que la population a de plus en plus, et même les parlementaires, etc., ont de plus en plus de peine à être au courant exactement de ce qui se passe dans ces lieux. Et ces lieux deviennent secrets, donc c'est extrêmement dangereux.
chaque fois que je vois une carte comme ça, ça frappe, quoi. Ça devient du coup très... je trouve que c'est la chose la plus concrète qu'on peut montrer à quelqu'un. Il faudrait à l'école, il faudrait montrer ça. Parce que maintenant, j'ai vu le test de géographie de ma fille et c'est très intéressant. C'est sur combien de mers à la frontière française, il y a des ports commerciaux, il y a des ports ci, il y a des ports ça. Mais il devrait instruire ça aussi. Moi, je trouve qu'il devrait avoir un cours à l'école sur les droits humains, sur le respect mutuel, parce que tout commence là. La FIDH a déjà fait des rapports sur les centres fermés, qui étaient intitulés « Les centres fermés arrière-cour de la démocratie », où clairement on disait que les centres fermés étaient des prisons. Donc il ne faut pas avoir de pudeur de vierge. Le centre fermé, c'est une prison. Et c'est une prison où on peut pratiquer la torture. Un jeune homme qui est arrivé à l'aéroport, porté par des policiers, emballé dans un sac poubelle. Les policiers l'avaient tabassé, d'abord à coups de poing, ensuite à coups de rangers, et qu'ensuite il est devenu inconscient. Et ça, d'autres étrangers nous l'ont raconté également, c'est que les policiers, quelquefois, marchent sur le ventre de l'étranger, du coup les intestins lâchent, et donc forcément, c'est pas très agréable de transporter quelqu'un dans ces conditions. Donc les policiers l'ont emballé dans un sac poubelle et est arrivé comme ça, comme inconscient dans un sac poubelle à l'infirmerie. Il y a eu un autre cas également, c'est une femme africaine également qui, lors d'une escorte avortée, a été frappée violemment, et paraît-il par des policiers qui n'étaient pas français, mais des policiers d'un autre pays qui venaient la chercher, ce qui n'empêche qu'à mon sens, quelle que soit la nationalité, eh bien, il est interdit de frapper, c'est illégal de frapper quelqu'un en France. Donc des policiers d'un autre pays se seraient acharnés sur elle, venant la chercher pour l'embarquer dans un avion, et allant jusqu'à lui talonner les pieds quand ils ont écrasé, et que lorsque cette femme est revenue, parce que l'escorte a été avortée, elle avait beaucoup de mal à marcher, elle marchait sur les talons, elle avait des marques partout, elle avait des marques au bras, des marques de liens, elle avait des bleus, on m'a demandé de faire un certificat médico-légal, ce que j'ai fait, qui était confirmé par un légiste, mais ce qui n'a pas empêché que le lendemain, cette personne ait été expulsée à nouveau au premier vol pour son pays. Initialement, je l'ai mise inapte pour transport aérien. Cette femme était cassée psychologiquement et physiquement. Un chef policier est venu me voir en me disant « mais attendez, vous êtes sûr qu'on ne peut pas la renvoyer maintenant ?» Parce qu'évidemment, le cas était ennuyeux de garder une telle personne en France, sur le territoire. Alors j'ai dit « écoutez, regardez, physiquement, vous voyez bien, c'est pas un secret. » Et puis psychologique, « ah, m'a-t-il dit, psychologique, ça, c'est pas une inaptitude. Ça compte pas. » Mais il m'est arrivé, moi, de rencontrer un jeune homme qui avait encore le t-shirt complètement en sang, frais, des coups qu'il avait reçus. Il était encore blessé en dessous. Il n'avait pas encore été voir le médecin. C'était d'ailleurs une époque où c'était difficile de voir un médecin en zone d'attente. Donc oui, je confirme, et c'est pas seulement en France que j'ai entendu ça. J'ai aussi fait des visites dans des centres de rétention en Italie, où j'ai eu les mêmes échos. J'ai visité pendant un peu plus de 2 ans des centres fermés à raison de 2 fois par mois. Et j'ai eu des témoignages directs de gens, et j'ai vu des gens qui avaient des coups, qui avaient des certificats médicaux, soit établis par le médecin du centre. Or, généralement, les médecins du centre ne sont pas très enclins à faire des certificats médicaux qui accablent la police, soit par des médecins qu'on avait fait venir pour constater des choses rapidement. Malheureusement, tout le monde s'en fout, encore une fois. C'est quelque chose... L'Europe a l'air de se porter pas plus mal avec ça. Encore une fois, c'est peut-être le prix à payer, cyniquement parlant, pour pouvoir expulser les gens. On est dans un contexte complètement différent de la prison, puisque dans le cas de la prison, qui a été aussi les prisonniers, la situation des prisonniers a été beaucoup étudiée, y compris par des sociologues, des psychologues, mais on est face à des gens qui, en général, même s'ils trouvent injuste, savent pourquoi ils sont enfermés et savent jusqu'à quand ils le sont. Là, on est face à une population qui ne sait pas pourquoi elle est enfermée et qui ne sait pas pour combien de temps elle va rester détenue. Et ça provoque des ravages, et le pourcentage de personnes atteintes de troubles psychologiques graves, qui deviennent fous en gros, dans ces endroits, est très très important et largement supérieur à tout ce qu'on trouve ailleurs, y compris en prison. Les détenus qui passent de prison en centre fermé parce qu'ils sont libérés mais n'ont pas de papier, trouvent généralement qu'ils sont moins bien traités en centre fermé qu'en prison. Ne serait-ce que parce qu'ils ont une chambre individuelle en prison, parce qu'ils ont la télé dans leur chambre, que ce n'est pas un régime de groupe. Une série de détails qui font que les gens préféraient être en prison qu'en centre fermé.
À la différence de la France, il y a des gens qui restent plus d'1 an en centre fermé, plus d'1 an, et qui ne comprennent pas, et qui passent par toute la gamme des émotions humaines, depuis des tristesses abyssales, en passant par des colères extrêmement fortes, et qui dégénèrent parfois dans la vie de groupe que les centres leur imposent. Et puis des gens complètement cassés, amorphes, au bout de plusieurs mois, au bout d'1 an en centre fermé, deviennent complètement, parfois neurasthéniques, quoi. Elle a traversé la frontière toute proche, jusqu'en Slovaquie. Ensuite, elle est entrée en République tchèque. Là, elle s'est cachée dans un camion, planquée toute une nuit, jusqu'en Allemagne. Puis elle est partie vers la Belgique. Mais à l'Office des étrangers, on l'a transférée au 127 bis, immédiatement. Pour moi, ça a été un choc. C'était la faim. Je n'ai rien pu manger pendant 2 jours. J'ai seulement grillé, cigarette sur cigarette. Dans l'ensemble, c'était une situation tout à fait anormale pour moi. C'était la première fois pour moi. J'ai trouvé ça tout à fait anormal. J'ai pensé que c'était une prison, une vraie prison. On m'a pourtant dit que c'était beaucoup mieux qu'en prison. Mais de toute façon, c'était terrifiant. Et ça l'est encore, à la minute où je vous parle. Je crois qu'il faut simplement parfois se poser les questions, quand on fait les lois, lorsqu'on décide des choses, est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain tout simplement? Tout simplement. La question est très simple. On se fait des raisonnements complexes, économiques, le pro et le contre et tout ça. Et en fait, la seule chose qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie qu'on fasse ça à moi? Est-ce que j'aurais envie qu'on fasse ça à ma fille, à mon fils, à ma mère? Je pense vraiment que ce genre de centre de détention est un vrai problème, doit être supprimé. Enfin, ces gens n'ont pas commis de délit. Leur seule détention, elle se justifie, en tout cas, elle peut avoir un certain sens dans le cadre d'une peine qui est donnée après un jugement pour une infraction. Enfin, ça, c'est le droit, quoi. C'est la base du droit. Ici, il n'y a ni infraction ou simplement une présence jugée illégale sur le territoire, certes. Et donc peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une expulsion à la clé, mais l'expulsion ne justifie en aucune manière, au terme d'une procédure, ne justifie en aucune manière l'enfermement, et surtout pas l'enfermement pendant des semaines et des mois. La fermeture de ces centres de rétention, de ces zones d'attente, oui, il y a un nombre d'associations qui le demandent. Sur quoi je crois que les uns et les autres sont unanimes, c'est de dire que les étrangers, même en situation irrégulière, et les demandeurs d'asile ne sont pas des criminels et que donc ils n'ont pas à être enfermés. Donc toutes ces méthodes ne sont pas acceptables, je l'ai dit, je le répétais, et le Parti socialiste le dit et le répète haut et fort depuis des années. La même chose pour les enfants dans les centres fermés, clairement ils devraient être dehors. La même chose pour la limitation du temps dans les centres fermés, c'est tout ce qu'on avait obtenu à l'époque, mais c'est maximum 2 mois, ce n'est pas respecté. Donc c'est tout ça. Effectivement, c'est l'humanisation des centres fermés, même si, et là je parle personnellement, je pense que les centres fermés, ce n'est pas une solution, et qu'on pourrait trouver des solutions alternatives. Moi, les politiques d'humanisation des centres fermés, ça ne me dit pas grand-chose qui vaille. La seule humanisation du centre fermé, c'est de le fermer. Moi, j'ai une position qui est en flèche, une position particulière qui demande la suppression des centres de rétention. Non, le Parti socialiste ne demande pas officiellement la suppression des centres de rétention administrative, mais ce qu'il demande, c'est que les droits des avocats, les droits de visite, etc., soient mieux respectés.
Ouverture du procès des 5 gendarmes impliqués dans la mort de Semira Adamou. La tentative d'expulsion avait été filmée par les gendarmes et la bande a été présentée à l'audience. Je vous avertis, les images sont pénibles. Semira Adamou a les mains liées derrière le dos et les pieds entravés lorsqu'on la découvre à l'image sur le tarmac de l'aéroport. Un homme la tient à chaque bras. Les gendarmes qui l'escortent sont en civil, prêts à l'encadrer jusqu'au Togo, la destination de l'expulsion. Arrivé dans l'avion, tout semble calme, il n'y a aucune tension apparente et Semira Adamou chante doucement. Après une coupure dans l'enregistrement d'une durée indéterminée, la scène reprend. La jeune femme est alors fermement maintenue par les gendarmes, on les voit grimaçant sous l'effort et on devine quelques mouvements chez Semira Adamou. Un troisième homme intervient pour lui tenir les mains. Pour le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie de la jeune femme, la mort est due à une asphyxie aiguë. Il a d'ailleurs expliqué ce matin qu'il ne pouvait en être autrement compte tenu des entraves, de la position du corps, des pressions exercées dans son dos et compte tenu du coussin maintenu sur l'avant du visage. À aucun moment, pendant les 20 minutes d'enregistrement présenté à l'audience, on ne verra l'étreinte se relâcher. On devinera aussi une hôtesse de l'avion regarder la scène sans intervenir, et puis la bande s'interrompt définitivement, sans que l'on assiste à l'épilogue tragique de cette expulsion forcée du territoire. En fait, on est dans un système où il faut reconduire les gens à l'extérieur. Il faut les reconduire. Ils ne peuvent pas rentrer, donc ils doivent sortir. Donc il faut les faire sortir par tous les moyens. Il se fait que s'ils résistent à la montée de l'avion, il faut les descendre. Donc il faut les décourager de résister dans les montées d'avion. Et donc il faut les briser psychologiquement. Le véritable trou noir dans le processus qui reste aujourd'hui, c'est le moment de l'expulsion. C'est-à-dire le moment où les gens sont extraits du centre fermé, amenés dans la cellule de l'aéroport, ce qui se passe dans la cellule de l'aéroport, puis ce qui se passe entre la cellule de l'aéroport, dans les couloirs et dans la fourgonnette qui les amène à l'avion. Là, il n'y a personne qui a accès. Personne ne voit, ça se fait purement sans aucun témoin. Et donc les policiers, régulièrement, se défoulent sur des gens qui sont complètement en état d'infériorité, d'abord numérique, qui sont menottés, qui sont parfois même complètement saucissonnés. Il y a des techniques vraiment avec des bandes, ils les ligotent et les portent comme un salami, c'est l'expression que les policiers utilisent, et les montent dans l'avion comme ça. Et régulièrement, ça dégénère. Et ce n'est pas un discours gauchiste d'ONG, critique de l'État. Ce sont des témoignages avérés par des certificats médicaux récurrents qu'on a. C'est vrai que dans ces zones tampons, on a défini ces demandeurs d'asile comme des sous-hommes. Ouais, c'est vrai. Et en fonction de cela, il y a tout un certain type de sadisme qui joue, puisque c'est des sans loi et sans droit. Ce qui s'est passé dans le cas de Semira Adamou, il y avait une procédure pour le coussin, pour la rétention, les mains, etc. Tout est décrit. Mais quand on lit ces procédures, on a l'impression qu'on va envoyer un paquet au Congo. C'est simplement des procédures qui déshumanisent totalement l'objet de la reconduite. Un Congolais demandeur d'asile qui a donc demandé l'asile à la France, sa demande d'asile a été considérée comme manifestement infondée. Il a été expulsé et ce qui s'est passé, c'est que l'étranger s'est fait flinguer sur le tarmac de l'aéroport devant les yeux du pilote Air France qui l'a accompagné, ce qui prouve bien que sa demande était certainement manifestement infondée. Voilà. Moi, je pense que la liberté d'aller et venir, pour le libéral que je suis, c'est évidemment la première des valeurs. C'est celle qui est la mère de toutes les autres. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un problème. J'ai un vrai problème idéologique
avec cette question-là. Au nom de quoi peut-on interdire à un individu sur la planète, à un être humain, d'aller et venir librement où il a envie d'aller sur cette planète, de se déplacer, de s'installer, de vivre là où il a envie de vivre, à condition qu'il respecte les lois de l'endroit où il se trouve, il n'y a vraiment pas de raison de le lui interdire. Et en général, la réaction, c'est de dire, mais c'est de reprendre le discours politique officiel, c'est de dire, mais on peut pas accueillir tous ces gens, c'est pas possible, il y en a trop. Et c'est là que l'information n'est pas éclairée, c'est que trop, ça ne veut rien dire. Combien y a-t-il de sans-papiers en France? Le ministère de l'Intérieur est absolument incapable de donner un chiffre exact. Quand il s'avance vers une estimation, il dit entre 250 000 et 400 000. On peut penser que donc 400 000, c'est ce qu'il estime être le maximum et qu'il gonfle probablement. Est-ce qu'on peut dire que 400 000 personnes étrangères en France, c'est trop par rapport à une population de 60 millions d'habitants? Est-ce qu'on peut dire que nous avons trop d'immigrés en France? On a à peu près la même proportion d'immigrés depuis 30 ans, c'est-à-dire un peu plus de 5% de la population. Est-ce que ça veut dire que c'est trop? Est-ce que tout d'un coup, on serait devenu dans l'incapacité de continuer à faire dans la même proportion que ce qu'on faisait il y a 30 ans? C'est là que je crois que l'information est insuffisante. L'Europe doit ouvrir largement ses portes à l'immigration. Voilà ce qu'a déclaré Kofi Annan cet après-midi au Parlement européen. Le message est clair. Les immigrants ont besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin des immigrants. Une Europe repliée sur elle-même deviendrait plus mesquine, plus pauvre, plus faible, plus vieille aussi. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. L'immigration doit être arrêtée. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. La gauche n'a jamais dit autre chose que ce que je dis à toute intervention, ce que je répète inlassablement, ce que j'ai fait encore il n'y a pas si longtemps, en disant que les immigrés clandestins doivent rentrer chez eux. Si aujourd'hui on a un espace public désemparé, c'est parce que pendant 30 ans, on lui a menti. Ils ont dit, on a la politique qui fera qu'il y aura moins de sans-papiers, d'illégaux, d'immigration, etc. Et c'est pas vrai. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, même avec cette politique d'affichage, de dire on va renvoyer, je sais pas, c'est combien, 500 personnes par mois ou par semaine, les gens se retournent et disent mais rien n'a changé. Donc ça ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est ce qui est complètement aberrant, c'est la prétention que par la répression ou par la fermeture et le retour forcé, on change quoi que ce soit. C'est très symbolique. C'est vraiment, et c'est ça qui est terrible. Mais c'est un symbolisme négatif, terrible. On n'a pas de symbolisme positif. On n'a que, quand il s'agit de l'immigration, on n'a qu'un symbolisme d'exclusion, de refus négatif. Un homme politique et une femme politique, pas tous, mais enfin un certain nombre, utilisent le phénomène migratoire. Je dirais qu'à la limite, ils l'utilisent pour faire peur à l'opinion publique et pour faire le jackpot électoral, en laissant croire qu'en fermant les frontières, nécessairement, il y aura plus d'emplois pour les autochtones. Enfin, toutes sortes d'arguments absolument spécieux et, il faut bien le dire, malhonnêtes. C'est peut-être pas facile à faire admettre aujourd'hui, mais ça devrait être un objectif à long terme, la libre circulation des gens. Donc toutes les politiques devraient tendre à cet objectif-là. Donc ce à quoi il faut travailler, c'est comment convaincre de ce qui, à moi, me paraît une évidence, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui n'est pas viable. S'il y avait des issues politiques, ce serait de la part de personnes qui sont capables de formaliser et de faire entendre cette évidence-là dans un langage qui est acceptable et qui peut faire mettre des bulletins dans une urne. D'abord, ce que je crois, mais je pense que ce ne sera pas possible de convaincre les opinions tout de suite de ça, mais ce que je crois, c'est que si
on avait une politique d'ouverture beaucoup plus grande, dans le fond de liberté d'aller et venir beaucoup plus grande, vous auriez sans doute une diminution de la dramatisation du phénomène. Parce que se passerait-il si un étranger sait qu'il peut venir et repartir et puis revenir quand il a envie de revenir? D'abord, il va pas nécessairement s'installer durablement. Il va peut-être venir ici pendant quelques mois, pendant quelques années, travailler, gagner un peu d'argent et puis aller l'investir dans son pays ou peut-être dans un autre pays. Je veux dire que comme il pourra le faire librement, il n'y aura déjà pas de clandestinité, ce qui est la pire des choses. Bon, donc c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, il est probable que si ça se passait comme ça, il est probable, je ne dis pas que c'est sûr, mais il est probable que les personnes qui viendraient ici pour se chercher un autre destin, eh bien, iraient chercher leur niche économique. Et donc, vous auriez une répartition sans doute beaucoup plus harmonieuse de la présence de ces nouveaux Européens dans nos pays. Qu'est-ce qui se passerait si on ouvrait toutes les frontières? Alors, quel est le problème auquel on est confronté aujourd'hui? C'est que les gens qui viennent en Europe, qui veulent venir en Europe et qui viennent souvent de façon clandestine, quand ils s'installent, l'argent est ici et ils doivent gagner de l'argent, ils essaient de le renvoyer un peu chez eux, mais ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir revenir. On a bien vu dans les reportages les difficultés qui sont. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de rester ici si on est arrivé à un moment donné. Alors que si on ouvrait les frontières, il y aurait une possibilité de vraie circulation, d'aller-retour fréquent entre le pays d'origine et la Belgique. Je ne crois pas qu'il y aura des afflux massifs de hordes de méchants monsieur et madame qui vont tous venir manger le pain des Européens. Je ne pense pas du tout, évidemment. Dans les années 80, j'avais organisé des assises européennes sur le droit d'asile, ici en Suisse, et je me souviens d'un journaliste qui m'avait dit « ils vont ouvrir les frontières de l'Est, des millions de gens vont arriver en Europe de l'Ouest ». On les attend toujours. Hein. C'est vrai, si on avait ouvert les frontières, il y aurait beaucoup d'Africains qui allaient bouger, mais je ne suis pas très sûr qu'ils allaient rester. Moi, je connais beaucoup aujourd'hui qui en ont marre, qui s'ils avaient les moyens, s'ils avaient la liberté de circuler, ils viendraient travailler peut-être 6 mois, 1 an, et ils allaient partir au soleil, ou en tout cas ils allaient partir en Afrique. Nous sommes pour la libre circulation des travailleurs. On a été, dès le début de l'élargissement, la FEB s'est adressée au gouvernement en disant nous voulons que vous appliquiez dès le départ, dès 2004, le principe de libre circulation pour les 8 nouveaux États membres, puisque chiffre primal n'était pas concerné. C'est le gouvernement qui n'a pas voulu pratiquer le principe de libre circulation et qui a voulu prévoir les mesures transitoires. 2 ans après, rebelote, ils ont de nouveau prolongé les mesures transitoires. Donc, en tant que représentants des employeurs, nous demandons qu'on pratique le principe de libre circulation et par rapport aux pays tiers, c'est-à-dire non européens, nous demandons plus de souplesse pour cette libre circulation. Des gens qui viennent, qui travaillent, qui perçoivent un salaire et qui consomment, qui par conséquent dépensent leur salaire dans la vie économique du pays, eh bien c'est bon pour la croissance, c'est bon d'autant plus qu'on sait bien que l'essentiel de la croissance, pour une part en tout cas très importante, relève de la consommation. C'est un argument tellement de bon sens et tellement vérifié dans l'expérience que c'est impossible de le battre en brèche. Et pourtant, dans les médias, un peu partout, on explique que c'est pas possible, on peut pas avoir des immigrés, ça coûte et ça ne rapporte rien. En Suisse, il y avait eu ces calculs qui avaient été faits, mais malheureusement, les journalistes ne sont pas assez curieux. C'est-à-dire que l'immigration produit plus qu'elle ne dépense, elle fait tourner le système suisse. La présence de ces immigrés, effectivement, comme les autres citoyens du pays, seront des consommateurs et ça entretiendra l'économie libérale telle dans laquelle on vit. Aujourd'hui, l'Europe doit s'affronter au monde et la position de repli n'est pas une position, je dirais, dynamique qui permet de construire un projet pour l'avenir. Dans un commerce mondialisé et dans des échanges aujourd'hui qui sont beaucoup plus ouverts, la fermeture de l'Europe est paradoxale, bien entendu. Elle est paradoxale et elle est même opposée à ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas un modèle. Il y a un mur du côté mexicain, mais il y a quand même 500 000 nouveaux Américains chaque année. Pour nos vieilles sociétés occidentales, ce rajeunissement
de la citoyenneté européenne est un formidable avantage. Donc, pour dire la vérité, qui gagne le plus dans le phénomène migratoire? Est-ce que c'est le migrant ou est-ce que c'est le pays qui l'accueille? Moi, je crois vraiment que c'est le pays qui l'accueille. Mais expliquer ça à des opinions publiques, c'est possible de le faire. Il suffit juste de leur expliquer. On peut aussi, évidemment, c'est plus facile de leur expliquer que s'il y a 200 000 chômeurs dans un pays et qu'il y a 400 000 étrangers qui y vivent, il suffirait de renvoyer les 400 000 étrangers qui n'auraient plus de chômeurs. Ce qui est une sottise, ce qui est une malhonnêteté sans nom. Hein. Si vous leur dites, attendez, tout cet espace-là, de Reykjavik jusqu'à Tamanrasset, c'est ouvert. C'est ouvert pour tous. La compétence, il faut qu'elle se promène. Et que vous pouvez vous établir 6 mois à Barcelone, 6 ans au Caire, et que votre équivalent du Caire peut s'établir en Norvège, etc. Et puis voilà. Et puis, alors, le problème, c'est que dans l'optique européenne, cette hypothèse n'est pas envisageable du tout. Et ils ne la pensent même pas. Elle n'est même pas pensée. C'est de l'impensé. Et le problème est réglé. C'est qu'il est réglé par un non-dit. Il n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé par un plus de compétences ou un plus de réponses. Il n'y a pas de plus de réponses. On ne répond pas. Parce qu'on a peur de la réponse, au fond. Vous voyez les peurs où elles se trouvent aussi à ce niveau-là. Je ne veux pas d'une fermeture des frontières. Je veux dire que, alors on va me dire que je suis utopiste, que la frontière est un droit souverain des États. Je pense qu'il existe effectivement un droit souverain des États, mais que le droit ne doit s'exercer que dans la limite aussi du respect des droits des autres. Je pense effectivement que la mobilité humaine et que le fait qu'un humain ait envie d'aller visiter un autre pays, c'est légitime et qu'il doit y avoir cette liberté de circulation. Je n'en reviens pas. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure et c'est évident. Je voudrais que nous nous disions qu'il y a une question qui est une question fondamentale pour l'humanité et pour les droits des hommes. Et que c'est maintenant que nous devons nous la poser tous ensemble et arrêter d'essayer chacun de défendre un petit précaré ou un intérêt souvent imaginé. On est dans une sorte de fuite en avant en disant qu'effectivement il y a un problème et qu'on n'a pas la solution et donc on continue comme ça. Et on se demande jusqu'où on va continuer comme ça, combien d'années il faudra pour qu'on se rende compte que ce modèle n'est pas viable et qu'on va dans le mur à terme. Alors en ça, le parallèle avec l'apartheid est effectivement intéressant, c'est que peut-être on va se réveiller dans 10, 15, 50 ans en se disant mais qu'est-ce qu'on a foutu quoi ? Qu'est-ce qu'on a foutu ?